Bonjour à toutes et à tous. Je me présente Mathieu Ouimet, donc premier directeur général du RFIX, le réseau francophone international en conseil scientifique et aussi chercheur sur la thématique de l'utilisation des données probantes dans les instances gouvernementales et parlementaires. C'est un réel plaisir de vous accueillir à ce webinaire spécial du RFIX. Nous en sommes au 9e webinaire déjà, donc organisé avec le soutien de nos précieux partenaires. Je tiens à remercier tout particulièrement le Fonds de recherche du Québec qui assure un soutien financier et nous permet de développer notre mission ainsi que l'ensemble des institutions partenaires du RFIX. Notre réseau a pour objectif de renforcer les capacités en matière de conseil scientifique dans les instances gouvernementales et parlementaires et de favoriser le partage de pratiques entre les parties prenantes, les parties prenantes, les différents acteurs. Et je dois mentionner, rappeler, peut-être pour certains, que cette mission s'inscrit en complémentarité avec l'INSA, le International Network for Governmental Science Advice, dont le RFIX est considéré comme une division d'intérêt, donc autonome. Donc, le RFIX faisant partie de l'écosystème de l'INSA. Nous avons aujourd'hui le privilège de vous présenter une initiative d'envergure, l'initiative de l'infrastructure collaborative pour les synthèses de connaissances, ESIC, qui a le potentiel de lever des obstacles bien connus à l'utilisation des données probantes, en favorisant notamment l'accès rapide et au moment opportun à des synthèses de connaissances pertinentes, aider à mieux documenter la qualité des preuves scientifiques disponibles, qui est un enjeu majeur lorsqu'on s'intéresse à la mobilisation des connaissances scientifiques et d'appuyer l'analyse de leur applicabilité locale des preuves, qui est un élément très important, essentiel pour une prise de décision éclairée. Donc, j'aurai plaisir de co-animer ce webinaire avec Patrick Ocwen, ici présent, médecin économiste de la santé avec une expérience de travail importante auprès d'agences de développement à l'échelle internationale. Patrick possède une expérience dans les services de base, santé, éducation, résilience climatique. Patrick lead eBase Africa est un participant actif à l'un des groupes de travail de ESIC. Le déroulement sera simple. Je commencerai par lire un mot de John Lewis, ici présent, et présenterai les trois premières diapositives de la présentation. Ensuite, je passerai la parole à Patrick qui continuera, donc qui poursuivra dans la présentation. Et ensuite, nous co-animerons une séance d'échange. Donc, permettez-moi de lire maintenant un court message de John Lewis, qui est professeur à l'Université McMaster, fondateur de la Commission mondiale sur les données probantes et conseiller auprès de la Wellcome Trust pour son investissement dans ESIC. Donc, je commence à lire ce que j'ai entendu de nombreuses reprises, à de nombreuses reprises de la part de dirigeants clés du Wellcome Trust. La Wellcome Trust estime que le moment est venu de soutenir une amélioration décisive dans la manière dont nous produisons et utilisons des synthèses de connaissances, en particulier les synthèses de connaissances vivantes, appuyées par l'intelligence artificielle. À cette fin, elle réalise et encourage d'autres bailleurs de fonds à réaliser un investissement soutenu dans les infrastructures, dans ce qu'elle a appelé infrastructure collaborative pour les synthèses de connaissances, ou ESIC. La Wellcome Trust tient particulièrement à ce que le processus de planification de l'ESIC permette d'atteindre les objectifs suivants. Il y en a 5. Premièrement, fournir des résultats utiles sous forme de rapports dans les délais en tirant des leçons au fur et à mesure pour nous améliorer tout en assurant l'équité dans le processus et la qualité des livrables. L'équité dans le processus pour la Wellcome Trust signifie que ça implique notamment de veiller à ce que les personnes du Sud global, celles exerçant des rôles variés dans le soutien à la décision, celles dont l'anglais n'est pas la langue maternelle ou encore celles en début de carrière, jouent un rôle central dans toutes les étapes de la planification de ESIC. Deuxièmement, obtenir l'adhésion progressive aux idées émergentes de la part des différentes catégories d'acteurs concernés, comme par exemple les conseillers scientifiques, et ce à travers tous les secteurs. Troisièmement, contribuer à une transformation ambitieuse de la production et de l'utilisation de synthèse de connaissances vivantes, c'est-à-dire constamment mises à jour, en rompant avec le statu quo habituel porté par des institutions bien financées, déjà établies. Quatrièmement, favoriser concrètement l'impact des synthèses de connaissances sur les politiques publiques. Et enfin,
le faire en soutenant une transition de leadership, du leadership et des capacités vers le sud global. Donc, maintenant, permettez-moi de partager mon écran. Normalement, vous devriez bien voir l'écran. C'est le Oui, cas. c'est très bien. C'est très bien. Parfait. Donc, commençons. Un instant ici. Donc, la manière avec laquelle la présentation elle est constituée, c'est que l'essentiel de ce que je vais dire se trouve sur l'écran. Donc, c'est pour favoriser, dans le cadre d'un webinaire, la compréhension du contenu. Donc, vous pouvez suivre avec moi en lisant la diapositive. Donc, l'ESIC, donc l'initiative ESIC, mène un processus de planification centré sur l'équité, le processus participatif transparent dans le but d'élaborer une feuille de route visant à harmoniser les efforts à l'échelle mondiale pour faciliter l'apprentissage mutuel entre les pays, réduire le gaspillage en recherche, en études primaires comme en études secondaires, tout en assurant une meilleure documentation des retombées de la recherche. Donc, initiative, donc, ESIC place au cœur de cette initiative se retrouvent les synthèses de données probantes vivantes. J'ai déjà dit quelques mots, enrichies par l'intelligence artificielle. Donc, une version préliminaire de la feuille de route de l'ESIC est en cours de rédaction en ce moment, alimentée par les contributions de 5 groupes de travail thématiques et d'un groupe chargé de la gouvernance de l'initiative. Des versions intermédiaires seront diffusées publiquement à des étapes clés du processus et l'avant-dernière version sera publiée le 13 juin. À la fin de la présentation, nous reviendrons sur les dates clés du processus. Ensuite, il y aura un test de robustesse de cette avant-dernière version et d'un processus de validation lors d'une réunion de consensus qui se tiendra le 24 et 26, entre le 24 et 26 juin prochain au Cap en Afrique du Sud. Il y aura donc des séances d'information qui sont actuellement, en fait, comme par exemple le présent webinaire, pour des séances d'information pour chaque catégorie de parties prenantes, notamment les conseillers scientifiques ou d'autres acteurs en amont de la réunion du CAP, afin de créer véritablement un environnement participatif et que la définition de la feuille de route soit faite dans une logique, dans une perspective collaborative et inclusive. Ces échanges se poursuivront après la réunion pour permettre à ces acteurs d'explorer comment le SIC pourrait transformer leur mode de fonctionnement actuel. Je dois mentionner que certains membres de l'INSA et du RFIX sont déjà engagés formellement dans les travaux de l'ESIC à l'intérieur de groupes de travail. C'est moi. Donc, par synthèse de données probantes, ici, on entend un processus systématique consistant à identifier, sélectionner, évaluer et synthétiser les résultats de toute étude ou évaluation, pensez notamment aux évaluations d'impact des politiques publiques, et en porter sur une même question afin d'obtenir une compréhension globale de l'état des connaissances. Ce processus tient compte des variations possibles selon les groupes, par exemple les communautés marginalisées et les contextes comme les quartiers défavorisés ou les pays du continent africain ou ailleurs dans le sud global. Donc, j'aime souvent présenter la plus-value d'une synthèse de connaissances. Plusieurs connaissent les revues systématiques. Il y a d'autres formes de synthèse de connaissances aussi, comme un produit de veille informationnelle. Mais on ajoute une étape de plus. Et en plus de se demander ce que les autres font, on cherche à documenter les effets et les données probantes en appui à ces actions. Synthèse de données probantes vivantes. Hein. La plupart des synthèses de connaissances, les revues systématiques, pour ceux qui sont du domaine, on le sait, un des problèmes majeurs, c'est en très peu de temps, la revue systématique devient, ou la synthèse de connaissances devient désuète avec la production importante et un rythme effréné de nouvelles études primaires. Donc d'où a émergé le concept de synthèse de données euh, probante vivante. Donc, c'est une version évolutive de la synthèse de données probantes qui est mise à jour en continu au fur et à mesure que les connaissances, les problématiques, les contextes évoluent.
Et cela, ça peut intervenir à deux niveaux, à mesure que les données évoluent grâce à une veille constante assurée par les producteurs des synthèses, mais également en réponse à l'évolution des enjeux et des contextes, généralement suite à la sollicitation de différents acteurs, de décideurs, de conseillers scientifiques ou d'intermédiaires de la demande afin de bien ajuster aux besoins de la demande. L'infrastructure, donc, pour la synthèse de données probantes, donc, il y a 5 types de capacités qui sont nécessaires, jugées nécessaires pour soutenir efficacement la production et l'utilisation des synthèses de données probantes. Et chacune de ces capacités fait l'objet d'un groupe de travail au sein de l'ESSIC qui est chargé de produire un rapport à chaque étape du processus de planification. La première étape, la première capacité, c'est celle de la mobilisation de la demande. L'idée ici est de favoriser la collaboration entre les producteurs et utilisateurs potentiels afin de mieux comprendre les besoins des utilisateurs et d'y répondre efficacement. Ensuite, il y a le partage et la réutilisation des données. L'idée est d'extraire les données une seule fois, donc éviter le gaspillage de temps, procéder à une évaluation unique de leur qualité, puis permettre une réutilisation dans de multiples synthèses et multiples contextes. La troisième capacité, c'est la capacité d'utilisation sécuritaire et responsable de l'intelligence artificielle. Bon, vous n'êtes pas sans savoir que l'intelligence artificielle évolue rapidement avec des capacités décuplées pour le conseil scientifique et j'en suis, je pense, un bon témoin enseignant aux étudiants à l'usage de l'intelligence artificielle en soutien à la réalisation de différentes étapes de production de revues scientifiques pour l'aide à la décision. Donc, l'idée ici, c'est d'intégrer des outils d'IA pour des tâches spécifiques au sein du processus de synthèse, dans la mesure où les indicateurs de performance garantissent un usage éthique et sécurisé. Donc, plus concrètement, l'idée est d'avoir un ensemble d'outils dont la qualité serait documentée, les limites et les risques et la façon de les utiliser. Quatrièmement, l'innovation méthodologique et procédurale. Donc, l'idée, c'est de transformer la production des synthèses pour qu'elle soit nettement plus rapide, pertinente et accessible en termes de coût. La rapidité, on n'insiste jamais assez sur ce problème. C'est bien connu chez les observateurs et ceux qui s'intéressent à la mobilisation des connaissances, hein, l'inadéquation entre l'agenda des responsables de politique publique et l'agenda des chercheurs qui produisent des études primaires. Et finalement, partage des capacités. Si on parle de partage des capacités, capacity sharing et non capacity building, un terme que je viens d'apprendre il n'y a pas si longtemps. Donc, l'idée, c'est de développer des compétences nécessaires à la production, à l'utilisation des synthèses, tout en soutenant une transition du leadership et de la mise en œuvre vers les pays du Sud global. Je laisserai maintenant la parole à mon collègue Patrick qui poursuivra, qui présentera le reste de la présentation. Nous viendrons avec la période d'échange. Patrick, la parole est à toi. D'accord, merci beaucoup Mathieu et merci à tout le monde qui a trouvé le temps de partager ou bien pour être avec nous aujourd'hui pour cette webinaire très important pour ESIC et pour Airfix aussi et pour l'avenir de la recherche et de l'utilisation des données probantes dans les prises de décision. En fait, Mathieu vient de couvrir un peu l'idée, et surtout sur les groupes de travail et un peu sur l'objectif de l'ESIC. Et je veux un peu continuer avec la méthodologie. Et pour commencer, notre démarche sera une approche en double diamant, désormais triple diamant, dans le cadre d'un processus de planification sur 6 mois. Normalement, on avait commencé avec l'idée de double diamant pour identifier le problème et puis après le problème pour identifier la solution ou bien les solutions. Mais avec du temps, ça a un peu euh, modifié à quelque chose de 3 étapes ou bien de triple diamant. Donc, pour commencer, comme Mathieu venait de parler des 5 groupes de travail et un groupe de gouvernance,
tous ces 6 groupes ont essayé de faire les consultations pour identifier ou bien pour formuler le problème avec l'utilisation des données probantes pour les prises de décision. Euh, bon, après les premières 3 semaines pour explorer quels sont les problèmes, on a prendre notre 3 semaines pour définir exactement ça. C'était l'idée de convergence. Et après cette première diamant, on a eu une réunion à Londres pour réfléchir un peu de quel est le problème et comment on pouvait faire pour formuler les solutions. Et comme Mathieu avait dit, c'est un processus avec beaucoup d'inclusion. On voulait que tout le monde pouvait partager leurs idées. Et comme on avait trouvé qu'il n'y avait pas assez de contributions de des parties prenantes de la francophonie, c'est pourquoi on avait décidé d'avoir cette webinaire pour un peu euh, partager, partager avec les parties prenantes de la francophonie. Et après la première diamant, qui était de quel est le problème, on est entré dans quelle est la solution ou bien quelles sont les solutions qu'on pouvait identifier. Et on avait commencé avec, comme avec première diamante pour la divergence, pour élaborer quelles sont les solutions. Et la question était comment y parvenir. Et c'est ça qu'on est, pour le moment, on est sur 7 diamants. Et on est en train de élaborer les solutions qui pouvaient faciliter l'utilisation des données probantes pour les prises de décision à partir des décideurs, des professionnels et pour la population. Et puis après ça, il y aura encore 3 semaines où on fera la convergence pour mettre en œuvre. Et la question, c'est qu'est-ce qui aurait le plus grand impact? C'est quand on parle de quick wins and no regrets. Et après ça, il y aura le feuille de route de ESIC. Et c'est ça qui va culminer dans la réunion du CAP. Et là, ça sera un tremplin vers l'action et aussi ça sera une mise à l'épreuve et puis pour affiner ça avec les 3 jours de la réunion. Diapo. Bon, ici, on a ce que je pouvais appeler la maison des cycles. Et ça commence avec la fondation qui est l'investissement de Wellcome Trust et les autres bailleurs de fonds dans les 5 groupes de travail que Mathieu avait précisé un peu. Ça, c'est-à-dire l'engagement du côté de la demande. Et ça, ce sont les structures qui demandent ou bien qui utilisent les données probantes. Par exemple, les décideurs, les ONG, les professionnels, la population. Et puis, il y a aussi la partage et réutilisation des données probantes, l'usage responsable et sécurisé de l'IA avec l'investissement de 10 millions de livres sterling et qui viennent aussi de Wellcome Trust. Et il y a aussi l'innovation des méthodes et des processus et partage des capacités. Donc, ce sont ce sont les pièces ou bien les pièces, les axes qui font la fondation de la maison des SIC. Et puis après ça, il y a les trois piliers qui sont fondés surtout sur les synthèses de preuves vivantes, ce qu'on appelait les SPV, sur l'accélération des progrès vers les ODD avec les investissements qui viennent de UKRI, ça c'est UK Research and Innovation, qui visera également les éléments d'infrastructure de piliers ou bien des axes 1 et 3. Et puis, il y a aussi l'ensemble des SPV sur des priorités supplémentaires des ODD
Et il y a aussi les suites de SPV sur des priorités supplémentaires liées aux EDD et autres priorités. Et il y aura aussi des futurs bailleurs de fonds qui peuvent entrer pour financer tout ça. Et il y a aussi le toile de la maison des SIC, qui sont des informations exploitables présentées de manière adaptée aux différents décideurs, secteurs et régions et langues. Et ce sont les futurs investissements par d'autres bailleurs de fonds. Et il y a, comme on peut voir, il y a les exemples, par exemple, le GEAP, les meilleurs achats, Best Buys. Il y a aussi les approches élargies de Education Endowment Foundation, et le What Works Clearing House, les programmes de marque. Et en fait, l'idée ici, c'est l'exemple du secteur éducatif illustre le potentiel de synthèse vivant à orienter les décisions en fonction de divers contextes. C'est-à-dire que pas seulement dans le secteur de santé ou bien éducation, mais aussi l'environnement, la paix et tout, et tout, et tout. Diapo. Euh, la problématique et vision de l'ESIC, à ce stade, nous souhaitons tout particulièrement recueillir votre avis sur le problème auquel l'ESIC entend répondre. Donc, c'est-à-dire que les conseillers scientifiques n'ont pas un accès suffisamment rapide à des synthèses actualisées en continu, des connaissances produites à l'échelle mondiale, ni aux informations sur la manière dont ces connaissances varient selon les groupes et les contextes. Autrement dit, aux synthèses de données probantes. Or, ces éléments sont essentiels pour être en regard avec les nombreuses formes de données probantes locales et surtout pas seulement globales, aussi locales, des savoirs contextuels et d'expertise issus de leur propre pays. Et de leur côté, les bailleurs de fonds et les producteurs de synthèse poursuivent des éléments fragmentaires de ce qui serait réellement nécessaire. Bon, les sites visent à répondre au manque d'accès rapide et structuré à des synthèses de données probantes, vivantes et contextualisées, essentielles pour appuyer les décisions publiques. Les synthèses, le système actuel est fragmenté et c'est pourquoi on essaye de rassembler toutes les parties prenantes pour réfléchir un peu comment on peut développer, comment on peut planifier ou bien développer les infrastructures des données probantes collaboratives. Et on a quatre points. D'abord, pour les synthèses des données probantes vivantes, ce qu'on appelle les SPV, et souvent, ce qu'on cloisonné par thématique, même lorsqu'il s'agit des mêmes équipes travaillant sur différents sujets. Une production à petite échelle des synthèses continuellement mise à jour, des redondances dans l'extraction des données, des outils d'intelligence artificielle et autres innovations développées ponctuellement. Et avec tout ça, on croit que ça sera possible de faciliter une infrastructure globale, surtout qui soutenir les populations ou bien les gens de global, des pays des pays en Afrique, les autres pays qui sont en voie de développement, en fait. Diapo. Nous souhaitons également recueillir votre avis sur ce que les SIC pourraient représenter comme solution pour différentes catégories clés de parties prenantes, c'est-à-dire à partir des décideurs publics et autres responsables de décision, les conseillers scientifiques, euh, un accès facilité à des données à la demande,
surtout avec les bailleurs de fonds pour la recherche, des boucles de rétroaction pour réduire le gaspillage en recherche. Comme on avait vu, c'est un problème avec la recherche, c'est le gaspillage. Et pour les chercheurs en recherche primaire, pour les équipes de synthèse et aussi un accès à des données probantes à la demande pour faciliter l'analyse de l'impact de la recherche. Par exemple, quelles, quelles études primaires ont fait pencher la balance dans les réponses à des questions telles que ce qui fonctionne ou comment et pourquoi cela fonctionne. Diapo. Pour adapter les cycles à vos besoins et en tant que conseiller scientifique et pour vous préparer à en tirer pleinement pour l'avenir. Nous proposons 3 séances d'information destinées aux principales parties prenantes. Et n'hésitez pas à nous signaler votre intérêt pour participer aux 2 prochaines ou bien dans les étapes. Aujourd'hui, pour présenter l'opportunité que représente les SIC, pour faire un point sur l'état d'avancement du processus et vous préparer aux prochaines étapes. Deuxièmement, vers la fin du mois de mai, pour recueillir vos commentaires sur les messages clés provisoires de la feuille de route de l'ESIC afin de nous assurer qu'ils répondent bien à vos besoins. Et troisièmement, dès que possible, après le 13 juin, date de publication de la feuille de route, pour élaborer ensemble un message collectif porté lors de la réunion de consensus prévue au CAP. Et nous publierons très prochainement 2 rapports consacrés aux solutions, c'est-à-dire le rapport 3 et le rapport 4. On avait déjà publié le rapport 1 et les rapports 1 et 2. Et chaque rapport sera accompagné d'un période de consultation. Donc, rapport 1 et 2 étaient dédiés aux problématiques et les rapports 3 et 4 sera dédiés aux solutions. Et là, il y aura aussi la période de consultation et tout le monde est invité de donner les avis. Diapo. Bon, je pense que Mathieu, je peux arrêter ici. Voilà les périodes de consultation. Consultation pour les solutions sont pour les rapports, pour l'étape, 3e étape et 4e étape. Et je pense que Mathieu, ici, on peut Euh, commencer avec les commentaires et les questions. Parfait. Merci beaucoup. Oui, très bien, merci Patrick. Donc, je vous rappelle que vous pouvez lever la main ou soit utiliser le chat. Je vois qu'il y a déjà beaucoup de questions dans le chat. Beaucoup. J'essaie de. Je ne pouvais pas suivre. Donc, est-ce que on va peut-être commencer par les questions orales. Est-ce que il y a des questions? Des commentaires? Oui, François Claveau. Oui, bonjour, merci énormément pour l'initiative. Merci pour la présentation. Vraiment une initiative super importante. Pouvez-vous juste nous préciser, donc, dans l'écosystème actuel, si je pense, là, disons, je ne connais pas ça aussi bien que vous, mais juste Cochrane et Campbell Collaboration, c'est quoi le lien entre ce que vous proposez et ces organisations-là? Donc, autant donc d'un côté, qu'est-ce que vous faites de plus? Qu'est-ce qui est donc manquant dans l'écosystème actuel? Mais aussi quels sont les liens formels avec ce type d'organisation-là, là, parce que vous parlez de pas décupler ou pas dédoubler les efforts. Merci encore. Merci François. Patrick, je peux te laisser répondre. Comme tu es un peu plus D'accord. impliqué que moi dans le processus. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Avec Wellcome Trust, avec l'idée de l'initiative de Wellcome Trust, on avait d'abord commencé le travail avec JBI
Joanna Briggs Institute, Cochrane Collaboration et le Campbell Collaboration. Et on avait développé les premières idées avec ce collaboratif, et ils sont toujours avec nous. En fait, Campbell et Cochrane et JBI étaient les premières collaborations sur les données probantes. Et l'idée, c'est que on peut commencer avec les revues systématiques qui sont déjà là, les, aussi avec les études premières qui sont déjà là, mais aussi on peut aussi euh, bouger vers les revues systématiques ou bien les données probantes. On te perd un peu, Patrick. On s'agira démarche vers SPV, mais on travaille toujours avec Cochrane et Ça, c'est les beautés d'un réseau international. Alors, c'est des choses qui arrivent. Patrick, on t'a perdu un peu. Je vais peut-être poursuivre un peu sur la question de François avant de lire une autre question. Il existe déjà des bases de données euh, méta un peu qui Campbell répertorient. et JBI. Merci. OK. OK, Patrick, on t'a perdu, c'est pour ça on a perdu un peu durant peut-être 30 secondes. Donc, j'ai pris le relais en expliquant qu'il existe des plateformes, méta-plateformes, que je pourrais appeler, qui répertorient, des répertoires, répertoriant des synthèses des revues thématiques de Campbell, de peu importe la source, quand c'est publié dans une périodique spécialisée. Par exemple, John Nevis, qui est ici, en a développé le Social Systems Evidence, Health Systems Evidence, il y a Health Evidence aussi dans le domaine de la santé publique. L'idée, c'est, bon, là, ma compréhension du système, c'est que là, on passe à une étape supérieure avec des outils intégrés, utilisation de l'IA. Vous avez des questions à poser, par exemple, vous pouvez les poser. Comment prouver les synthèses. On parle de synthèse vivante ici. Donc, évidemment, vous avez vu les investissements qui ont été consentis. Donc, je pense avec ceux qui s'y connaissent en intelligence artificielle, un peu comme moi, j'ai un peu dans mon cas, euh, on peut faire beaucoup de choses grâce à l'IA. Et donc, c'est peut-être comme, je le dis dans mes propres mots, hein, ça n'engage que moi, euh, un 2.0 ou 4.0 par rapport aux plateformes qui existent déjà, les répertoires qui existent déjà. Je vois dans le chat, il y a une question ici. Donc, c'était la question ici. C'était de comment contribuer à l'ESSIC et en bénéficier. C'est quelqu'un qui se trouve donc de la Fondation IFON NSA à Chimera, qui est basée à Valenciennes en France. Et elle dit que l'objectif, c'est d'utiliser les résultats de recherche pour autonomiser les jeunes en Afrique et en France. Puis elle souhaite savoir, cette personne, comment concrètement elle pourrait contribuer à l'ESSIC. Donc là, c'est une question plus pour Patrick. D'accord, merci beaucoup ça pour la question. En fait, je pense que l'idée c'est pour, je sais pas si vous avez eu la chance de contribuer dans les consultations pour les problèmes, mais il y a aussi l'opportunité pour contribuer pour les consultations pour les solutions. En fait, c'est juste d'abord pour lire les idées ou bien les rapports, les deux premiers rapports. C'est très important de lire les deux premiers rapports. Ce sont les rapports qui sont très courts, je pense que de 2 à 3 pages, mais pour chaque groupe de travail. Donc, je ne sais pas si il y a, Noël, si c'est possible de mettre dans le chat le lien pour le site web de ESIC, ça peut faciliter aussi. Après avoir lu les rapports, ça sera possible maintenant de contribuer, ou bien oui, de contribuer dans les consultations pour les solutions. En fait, il y aura les rapports. Je pense que les rapports vont sortir peut-être
cette semaine ou bien la semaine prochaine au plus tard. Et avec ça, vous pouvez proposer les solutions à partir de vos expériences, de comment les données probantes pouvaient vous aider. Et ça peut commencer avec les renforcements des capacités, euh, ou bien de développer les revues systématiques sur l'employabilité des jeunes, pour les jeunes à partir de France et l'Afrique et tout. Je pense que ça, c'est c'est une première étape ou bien deux étapes que vous pouvez commencer avec. Merci beaucoup. Si Patrick, je vais te revenir sur la question précédente et compléter la réponse de Patrick, la réponse, la question importante posée par François. L'idée ici, c'est de construire une communauté mondiale des producteurs de synthèse de connaissances. Donc, évidemment, dans ESIC, tous les grands joueurs sont déjà impliqués dans le processus, François. Donc, on parle de bon, Troy Campbell, etc. Donc, c'est vraiment créer une collaboration des forces vives dans le domaine pour créer une infrastructure, encore une fois, en misant sur l'IA et d'autres technologies pour faire des gains donc, dans le conseil scientifique. Et l'autre aspect, pour revenir à la question, une autre façon de contribuer aussi, c'est de suivre les activités du RFIX parce que nous comptons organiser d'autres webinaires de ce type pour présenter les avancées des travaux. Donc, il y aura des consultations à différentes étapes. Donc, ce serait une façon de vous impliquer aussi, c'est de revenir lors de prochaines séances Webinaire. de- Oui. prochains webinaires aussi. Vous pouvez aussi, ça Patrick l'a mentionné, je crois, là, envoyer vos feedbacks, vos rétroactions individuellement. Vous allez avoir accès là, sur le site web de l'ESIC, donc vous pouvez rentrer en communication directement aussi. Et puis commencer à penser comment vous voyez l'évolution là, du RFIX et comment ça peut, de l'ESIC, pardonnez-moi, euh, dans votre contexte. Donc, il y a plusieurs façons de s'impliquer, comme Patrick l'a mentionné. Est-ce qu'il y a d'autres? Je ne vois pas de main levée. Peut-être que n'hésitez surtout pas, c'est le moment. Si vous avez des questions, de clarification. Gabriel Sasso. Gabriel? Oui, bonjour, ouais. Monsieur Antoine. Ouais, je trouve ça vraiment très intéressant. Je ne sais pas si je serai en mesure de contribuer moi-même, mais je peux peut-être partager une question que je me pose, que peut-être d'autres personnes se posent. Euh, la portée de votre réflexion semble vraiment très, très, très vaste. Euh, et donc, je me demande s'il y a des, des points spécifiques pour penser que les personnes pourraient contribuer de façon plus productive. Ou, tu sais, là, vous avez des lacunes, à votre sens, au niveau de votre réflexion. Je pense peut-être vous Merci préciser. beaucoup, Gabriel. Ouais, j'allais préciser, mais si ma question est claire, allez-y. Oui, Patrick. merci beaucoup, Gabriel. Euh, je peux commencer et Mathieu aussi, si vous avez les choses à ajouter, ce sera bien. Mais en fait, je pense que, comme John disait toujours, ce sont les idées audacieuses. Euh, John disait toujours qu'il faut être très bold en anglais. Et parce que, en fait, on avait commencé, comme je pense qu'il y avait la première question sur Campbell, Cochrane et JBI, qui étaient focalisés sur la santé. Mais on avait commencé de regarder les possibilités d'utiliser ou bien les potentiels des données probantes dans les ODD. Et quand on regarde les ODD, c'est un peu très vaste. Et c'est comme ça on avait décidé de voir comment on pouvait collaborer à partir de euh, beaucoup de parties prenantes, les bailleurs de fonds, pour essayer de voir comment on pouvait utiliser les best practices qu'on avait trouvées dans le secteur dans le secteur de santé, dans les autres secteurs, comme l'éducation, euh, l'environnement, le climat et tout ça. Donc, en fait, on constate que c'est un peu vaste, mais on croit aussi que c'est la meilleure façon d'essayer
de faciliter ou bien de gagner un peu sur les ODD. En fait, c'est pourquoi on commençait avec les divergences et puis on fait les convergences, les doubles diamants qui deviennent maintenant les triples diamants. J'espère que Gabriel, ça a éclairé un peu. Oui, merci. Sur ce point, euh, sur cette question, on pourrait. J'ai juste un commentaire de John. Si, on pourrait revenir sur. J'essaie de traduire ici. Euh, Vous pouvez donner des feedbacks durant la consultation, quand il y a des consultations sur plusieurs aspects. Donc, la mobilisation de les 5 points que j'ai abordés tout à l'heure là, pour répondre à Gabriel. Donc, peut-être revenir dans les diapositives, les 5 aspects, les 5 groupes de travail, aller voir ce qu'ils font, puis ça peut vous donner des idées plus précises là, sur comment contribuer. Antoine Lemort. Oui, bonjour, merci pour la présentation et l'initiative. Les questions que j'avais, je ne veux pas paraître injuste parce que vous parliez surtout des problèmes et pas encore des solutions, mais j'avais deux questions par rapport à ce que vous envisagez de faire avec l'intelligence artificielle. Est-ce qu'il est prévu d'entraîner des modèles? Et si oui, comment dire, est-ce que vous comptez utiliser des modèles open source ou passer par des entreprises privées qui, on le sait, ramènent certains enjeux avec eux? Vous parliez de l'éthique de l'intelligence artificielle, mais ça en fait partie. Donc, c'est ma première question. Et la deuxième question, c'est donc à partir de quelles données? Parce que moi, la première chose à laquelle je pense, c'est l'accès aux bases de données. Souvent, l'accès aux bases de données est extrêmement restreint, soit au travers de barrières financières tellement élevées qu'elles sont infranchissables, soit au travers de barrières légales. Donc, je me posais ces deux questions. Merci Antoine. Et en fait, ce sont des questions que je me pose également. Donc, on est au début du processus. La première question est très technique. Donc, juste peut-être rappeler que dans les enveloppes budgétaires, si vous vous rappelez la diapositive, l'IA est une composante, ce n'est pas la seule du projet. Mhm. Mais quand ma réponse serait, puis je peux laisser peut-être Patrick compléter, logiquement, les questions de sécurité et tout ça, ben, c'est sûr que quand on veut développer une infrastructure mondiale d'accès aux données probantes, ben, j'imagine à ce niveau, il y aura le soutien technique nécessaire pour faire le nécessaire, puis que ça soit correct d'un point de vue sécuritaire et efficacité. Sur la deuxième partie de la question, Antoine, et tu me diras si j'ai bien compris, c'est l'accès aux données, en fait, aux publications scientifiques. Donc, c'est sûr que ça, c'est un enjeu majeur. C'est pour ça que je disais que c'est une question aussi que je me pose. Euh, la propriété intellectuelle et tout ça, mais on parle d'une infrastructure de synthèse de connaissances ici. Il reste à voir, d'un point de vue technique, parce qu'on est au début du processus, comment ces choses seront gérées. Euh, Parce que pour l'instant, par exemple, euh, pour l'instant, je lis dans le chat ici, excusez-moi. Pour l'instant, c'est sûr que tout le monde sait que les études primaires qui ne sont pas en libre accès, ben, écoutez, on peut pas les mettre sur un site Internet comme ça. Donc, c'est sûr que ça pose des problèmes. Ensuite, les plateformes qui existent déjà, les répertoires qui existent déjà de synthèse de connaissances, donnent accès à un résumé qui est structuré, qui est produit localement. Ensuite, si c'est en accès restreint, ben, il faut évidemment, ces organismes ne peuvent pas rendre public. C'est un problème qui est récurrent. Alors, c'est une excellente question, Antoine. Je pense que l'idée, ce sera de suivre le processus du développement de cette infrastructure. Puis, j'imagine ce qui va t'intéresser, Antoine, c'est l'aspect technique aussi de la chose. Donc, je t'encourage à suivre les travaux. Ouais. Est-ce qu'il y a Merci. d'autres? Et oui, Mathieu, aussi, Patrick, pour oui, ajouter oui, sur la question technique de l'IA aussi, Antoine, j'aimerais ajouter que ça sera très important aussi de regarder les rapports. Pour le moment, je ne sais pas s'il y a si les rapports sont déjà disponibles en français, mais c'est aussi quelque chose qu'on pouvait aider avec eBay, avec Airfix aussi,
pour traduire en français, pour que vous pouvez regarder un peu les problèmes qu'on avait identifiés, les parties prenantes qu'on avait identifiées. Et comme j'avais dit, c'est ouvert à tout le monde de contribuer. Donc, s'il y en a les structures qui pouvaient venir avec les idées ou bien les propositions, ce sont les choses qu'on a besoin, surtout maintenant qu'on est en train de développer les solutions. Après le développement des rapports pour les solutions, il y aura aussi un processus de costing, de budgétisation. Et là, ça sera aussi possible que vous-même, vous pouvez dire que il y a cette solution et je crois que ça peut vous coûter tel ou tel montant. Et ça, c'est pourquoi on est en train de faire tout ce webinaire et aussi pour inviter tout le monde pour venir contribuer. Mais je pense que je ne sais pas s'il y en a assez de contributions des pays francophones pour le moment. Donc, c'est pourquoi c'est très important maintenant pour regarder, surtout pour le IA, pour comment on pouvait contribuer. Et je pense que Nuella vient de partager le lien pour le site web et vous pouvez regarder, vous pouvez contribuer sur les rapports. Merci. On compléterait aussi avec des informations supplémentaires qui intéresseront notamment les gens qui, je vois qu'il y a des personnes, des noms que je connais sur le webinaire qui s'intéressent aux outils de reporting ou d'évaluation de la qualité. Donc, il y aura à l'intérieur donc, de l'infrastructure je dirais un sommaire vivant, c'est-à-dire constamment mise à jour des outils en intelligence artificielle, des outils qui peuvent être mobilisés aux différentes étapes de la production d'une synthèse de connaissances, mais aussi dans l'intermédiation des connaissances, et puis avec des évaluations des indicateurs de performance de ces outils aussi. Donc ça fait partie des produits là, qui seront disponibles sur la plateforme. Aussi, il y aura donc des extensions aux standards qui existent déjà dans les reporting standards, hein, comment on rapporte, par exemple, qu'est-ce qu'on devrait rapporter comme information dans une synthèse de connaissances, donc des outils qui existent déjà. Donc, il va y avoir donc qui inclut l'IA, en fait. Et donc, et il y aura une mise à jour constante là, par rapport à des guides, par rapport à l'évolution de l'IA, là, sur la façon de l'utiliser de façon sécuritaire. Tout ça. Ça fait partie du, de l'ESIC. Il y a Salmata qui avait levé la main. Bonjour tout le monde et merci pour la brillante présentation. Antoine a déjà posé une de mes questions qui était en rapport avec l'accès aux données. Donc, je vais poser une dernière question, mais vraiment très, très basique. Dans votre présentation, vous avez parlé de gaspillage en recherche et j'aimerais bien que vous m'éclaircissiez un peu sur le contenu de cette expression. Merci beaucoup. Patrick, tu veux te lancer? Euh, En fait, avec parfois on trouve que je peux prendre les recherches sur le palu, par exemple. Il y a quelqu'un qui fait une recherche sur le palu pour identifier si un médicament, si ça traite bien ou bien s'il y a oui, si un médicament pour le palu, si ça traite bien le palu. Et quelqu'un fait cette recherche au Cameroun, quelqu'un d'autre fait cette même recherche au Ghana. Et parfois, on trouve que on pouvait utiliser les résultats qu'on avait trouvés au Cameroun, au Ghana, mais parfois parce que il n'y a pas un revue systématique de ce résultat, on trouve que parfois il y a la réplication des mêmes recherches partout. C'est ça qu'on appelle le gaspillage, euh, dans un perspective, mais aussi parce que parfois il y a les recherches il y a les recherches, mais
que peut-être on ne sait même pas qu'il y a ce résultat. Et il y a un médecin peut-être au Ghana qui veut utiliser les résultats de recherche, mais il ne sait même pas qu'il y en a. Mais j'utilise l'exemple du secteur de santé parce que c'est ça qu'on a fait beaucoup de revues systématiques et on avait trouvé que les revues systématiques, ça peut réduire les gaspillages, mais aussi euh, parce que avec les gaspillages, il y a les bailleurs de fonds qui ne veulent pas continuer à investir dans les problématiques quand il y a déjà les résultats. Mais avec les revues systématiques, surtout les revues systématiques vivantes, ça peut ajouter les résultats. Et s'il y en a, par exemple, quelqu'un qui trouve que il y a, il y a peut-être une lacune sur les données probantes qui sont disponibles à ce moment, on peut maintenant investir seulement pour, pour la question qui va adresser cette lacune. Donc, c'est un peu l'idée de gaspillage. Merci. Oui, et puis je compléterais en disant que le gaspillage ici, en fait, ça réfère aussi au fait qu'il y a même des synthèses de connaissances, par exemple, les revues rapides qui peuvent être réalisées dans différents endroits dans le monde en même temps, de façon simultanée, par plusieurs équipes, hein. Patrick en a glissé un mot, donc c'est à ce type de gaspillage qu'on fait référence ici. Il reste 3 minutes c'est bien 1 heure qu'on avait programmé, donc euh, je donnerai la parole maintenant à Yaya, qui a levé la main, peut-être pour une question courte et puis réponse courte. Alors, bonjour à toutes et à tous. Merci beaucoup pour l'initiative. Alors, moi, quand je vois mon synthèse, j'ai un peu peur, peut-être à tort. C'est en fonction de enfin, l'interopérabilité des instruments qui ont réalisé, par exemple, les expériences. J'ai ici un cas qui s'est passé en France pour une irradiation. Alors, le logiciel il donnait des mesures en inch, alors que les Français utilisaient les millimètres, etc. Il y a eu un décalage de la cible. Il y a eu un problème comme ça. Alors, donc, également au niveau de comment, bon, puisqu'on intègre les données, on les migre, etc. Des fois, comme vous avez dit au Cameroun et au Ghana, on n'a pas le même protocole, peut-être pas le même format à l'origine. Alors, je crois la solution pour ça, est-ce qu'il va y avoir un protocole standard, entre guillemets, et peut-être ce sont les bailleurs de fonds qui peuvent effectivement initier cette standardisation, bon, au moins à l'échelle d'Afrique. Merci beaucoup. Merci. Effectivement, donc les problèmes de standardisation sont des problèmes bien connus là, de normalisation. Et dans le domaine, je ne sais pas si Patrick, tu veux répondre quelque chose à ce sujet. Oui, oui, je pense que ça, c'est un point très pertinent. Et surtout, c'est pourquoi c'est très important de prendre en charge aussi les données locales. Donc, il y a toujours la question de est-ce que les données locales sont les données probantes? Par exemple, si on est au Cameroun, il faut réfléchir sur ce contexte parce que c'est très important. Parfois, même, ça peut même être plus compliqué. Par exemple, si on est en train de partager les données probantes ou bien les résultats de recherche pour peut-être, disons que le gouvernement du Cameroun est en train euh, de rouler une campagne pour la vaccination et on doit convaincre les membres de la population que c'est très important de prendre ça avec les données probantes. Il faut réfléchir au contexte, surtout, comme vous étiez en train de dire, euh, euh, millimètres ou bien tout ça. Parfois, ça peut même être les gens qui parlent en termes de, de, des autres qui ne sont même pas qui n'est même pas considéré dans la littérature.
scientifiques. Par exemple, en Afrique, on parle parfois, on mesure le temps à partir des lunes. Donc, il y a toujours ça. Donc, c'est très important de considérer les données locales ou bien le contexte euh, quand on fait et c'est ça qu'on va faire et c'est tout ce qu'on doit regarder avec ESIC et ce sont les contributions qu'on est en train de essayer de recueillir un peu. Mais, merci. C'est Patrick. Donc, ceci met fin à ce webinaire. Merci à toutes et à tous pour votre participation active à ce webinaire. Et au nom du RFIX, je tiens à remercier encore une fois le Fonds de recherche du Québec ainsi que nos partenaires et les équipes mobilisées autour de cette initiative pour leur engagement à faire avancer la cause des données probantes dans les politiques publiques. Un merci tout particulier à mon collègue Patrick Ocwen pour sa collaboration précieuse et à John Levis pour sa présence et son message d'ouverture. Et nous espérons que le webinaire aura contribué à stimuler votre réflexion sur les façons d'optimiser, en fait, et de renforcer les capacités en matière de conseil scientifique au gouvernement. Donc, je vous dis à très bientôt dans le cadre de nos prochains webinaires. Merci à tous et à toutes.